Le téléphone était encore chaud contre mon oreille, mais la ligne était déjà morte. Les mots de ma fille Chloé résonnèrent dans la cuisine, ricochant sur le carrelage blanc pour venir se planter dans ma poitrine comme des couteaux acérés. « Maman, ne te dérange pas de venir. On a décidé de passer Noël sans toi. Tu ne fais que nous gêner. Je m'appelle Valérie, j'ai 68 ans, et à cet instant, alors que l'odeur du pain perdu et du rôti de porc parfumait la maison, je me suis sentie la femme la plus inutile du monde. Mais ce que Chloé avait oublié, c'est qu'une vieille femme a la mémoire longue, et dans mon cas, j'avais bien plus que des souvenirs en réserve. Je suis restée là, au milieu de ma cuisine, tenant le torchon brodé que j'avais confectionné comme cadeau pour elle. La table était couverte de plats recouverts de papier d'aluminium. Il y avait la salade de poulet que mon gendre, Julien, prétendait adorer. Il y avait la verrine ananas-coco que mon petit-fils, Léo, m'avait demandé il y a 2 semaines. Il y avait même le vin que j'avais gardé pendant 3 ans pour une occasion spéciale. Tout était prêt. Tout était fait avec le soin de quelqu'un qui a passé sa vie à diriger un service de traiteur et qui sait que la cuisine est un langage d'amour. Il était 14 heures, le 24 décembre. Le coffre de la voiture était déjà ouvert dans le garage de l'immeuble, attendant les glacières. J'avais déjà pris ma douche, enfilé ma robe en soie bleue, la même que je portais à la remise de diplôme de maternelle de Léo, et appliqué mon rouge à lèvres nude. J'étais prête à être la grand-mère, la mère, la belle-mère, la matriarche qui arrive en apportant l'abondance et la joie. Mais l'appel a duré moins d'1 minute. « Maman ?» Sa voix était étrange, étouffée, comme si elle parlait en se cachant. « Écoute, ne viens pas. Je suis sérieuse. Julien et moi avons discuté, et nous voulons un Noël juste pour nous. Tu sais comment c'est, non? Tu arrives, tu veux tout organiser, tu te plains de la vaisselle, tu dis que le four est sale. On veut la paix. Tu ne fais que nous gêner. Ne te dérange pas de venir. » Je n'ai pas répondu. Ma gorge s'est nouée si fort que même l'air ne passait plus, encore moins ma voix. J'ai juste éloigné le téléphone de mon oreille, regardé l'appareil comme si c'était une créature venimeuse et appuyé sur le bouton rouge. J'ai raccroché sans dire un mot. Le silence qui s'est installé dans mon appartement était assourdissant. Soudain, le bourdonnement du réfrigérateur ressemblait à un moteur de tracteur. Le tic-tac de l'horloge murale sonnait comme des coups de marteau. « Tu ne fais que nous gêner. » La phrase tournait en boucle dans ma tête. Gêner. Moi, Valérie, qui ai travaillé debout pendant 35 ans, cuisinant pour des mariages de 500 personnes pour payer la faculté de droit de Chloé. Moi, qui ai vendu ma voiture pour verser la compte de l'appartement où ils vivent maintenant. Moi, qui me suis occupée de Léo depuis sa naissance pour qu'elle puisse travailler et faire avancer sa carrière. Je gêne. Je me suis assise sur une chaise de cuisine, sentant mes jambes trembler. La première larme est tombée sur mes genoux, tachant le tissu délicat de la robe bleue. Puis une autre, et une autre. Ce n'étaient pas des pleurs bruyants. C'était un sanglot silencieux, du genre qui fait mal au plus profond de l'âme, là où l'on stocke les certitudes qui s'effondrent. J'ai regardé les plats. Qu'allais-je faire d'un rôti de porc farci de 3 kilos? Qu'allais-je faire des cadeaux emballés dans des rubans dorés qui attendèrent dans le salon? La voiture télécommandée de Léo, le sac à main en cuir de marque que j'avais acheté pour Chloé, la montre pour Julien. Tout cela semblait maintenant des ordures. Les vieilleries d'une vieille femme qui ne fait que gêner. Je me suis levée lentement, sentant le poids de mes 68 ans doubler sur mon dos. J'ai retiré le film de la verrine, pris une cuillère et en ai mangé une bouchée, debout. C'était délicieux. Le sucré de l'ananas contrastait parfaitement avec la crème, mais dans ma bouche, ça avait un goût de cendre. J'ai commencé à démanteler le Noël qui n'avait jamais eu lieu. J'ai remis les plats dans le frigo, les empilant au hasard. Le vin est retourné dans le casier à vin poussiéreux. Les cadeaux? Ah, les cadeaux! Je leur ai donné un coup de pied dans un coin du salon avec une colère que je ne me connaissais pas. Je suis allée dans la chambre. J'ai enlevé la robe bleue, essuyé le rouge à lèvres d'un revers de main et enfilé mon vieux peignoir en éponge, celui avec un trou dans la poche qui sent le réconfort. La nuit est tombée par la fenêtre de mon appartement du 5e étage. J'ai vu les lumières de la ville. J'ai vu les fenêtres des voisins scintiller de lumière colorée. J'ai entendu des rires étouffés, de la musique de Noël au loin. Le monde entier célébrait la convivialité, la famille, l'amour. Et j'étais là, dans le noir, à manger des restes de riz et des œufs, parce que je n'avais pas le cœur de toucher au repas de fête. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'ouvrir le coffre. J'ai un coffre en bois massif au pied de mon lit.
C'est là que je garde ce que j'appelle ma vie sur papier. Albums photos, vieux documents, lettres, reçus. J'ai tiré le coffre au milieu du tapis et me suis assise par terre, les jambes croisées comme une petite fille, même si mes genoux se plaignaient. J'ai ouvert le premier album. L'odeur de vieux papier est montée et m'a enveloppée. La première photo était celle de Chloé bébé dans mes bras lors de l'inauguration de mon premier petit restaurant. Chez Val. J'étais mince, avec de profonds cernes sous les yeux, mais souriante de fierté. Son père, mon défunt Gérard, était à côté de moi, tenant l'enseigne. Nous n'avions rien à l'époque. Je me levais à 4 heures du matin pour aller au marché de Gros chercher des légumes frais et je me couchais à minuit après avoir fermé la caisse. Chloé dormait dans un couffin en osier sous le comptoir. « Tu ne fais que nous gêner », répétait sa voix dans mon esprit. J'ai tourné la page. Chloé a sa remise de diplôme d'un lycée privé, une école chère, l'une des meilleures de la ville. Je me souviens que cette année-là, j'avais reporté la rénovation de ma cuisine, qui tombait en ruine, pour payer ses frais de scolarité en retard et son voyage de fin d'études à Disneyland Paris. Sur la photo, elle était belle, bronzée, souriante avec ses amis riches. J'étais dans le coin de la photo, à moitié coupée, tenant son sac à main et sa veste, toujours en train de servir, toujours en arrière-plan. Je suis passée à un album plus récent, Le mariage. Ah, le mariage de Chloé et Julien. Ce fut le plus bel événement que mon service de traiteur ait jamais organisé. 500 invités, des crevettes, du whisky importé, des décorations avec des orchidées fraîches, tout payé par moi. Un cadeau de maman. « Maman, je veux que tout soit parfait », avait-elle dit. Et j'ai fait en sorte que ce soit parfait. J'ai dépensé 5 ans d'économie pour cette seule nuit. Sur la photo du toast, Julien souriait avec l'air de quelqu'un qui avait gagné au loto sans acheter de ticket. Et d'une certaine manière, c'était le cas. J'ai continué à feuilleter, et la tristesse a commencé à céder la place à un sentiment différent, une chaleur dans ma poitrine qui n'était pas de l'angoisse. C'était de l'indignation. Je suis arrivée aux photos de la maison où ils vivent aujourd'hui. Une belle maison à 2 étages dans une résidence sécurisée. Je me souviens du jour où nous sommes allés voir le terrain. Chloé était enceinte de Léo. « Maman, on ne peut pas obtenir de prêt immobilier maintenant. La banque n'a pas approuvé les revenus de Julien, » pleurait-elle. Et qu'a fait Valérie? Valérie, la veuve qui gêne, a pris l'argent de la vente de son entreprise, mon fonds de retraite, le fruit de 30 ans de ma sueur, et a acheté la maison. Mets-la à ton nom, ma chérie. C'est un cadeau pour que mon petit-fils ait un endroit où grandir, avais-je dit à l'époque. Mais ma main s'est arrêtée sur une chemise en plastique jaunie au fond du coffre sous les albums. Mon souffle s'est coupé. Je n'avais pas touché à cette chemise depuis des années. J'ai soigneusement ouvert l'élastique. À l'intérieur se trouvaient des documents officiels avec des tampons de notaire, des actes, des contrats. J'ai sorti l'acte de vente de la maison dans la résidence sécurisée. Mes yeux ont parcouru les lignes dactylographiées, les petits caractères que l'on signe et que l'on oublie. Et puis je l'ai lu et relu. Ma mémoire, Dieu merci, fait parfois défaut pour des choses sans importance. Mais mon défunt Gérard, avant de mourir, m'avait fait promettre une chose. Il disait toujours « Val, tu as le cœur trop tendre, protège-toi ». Quand j'ai acheté la maison pour eux, l'avocat de Gérard, maître Dubois, a insisté sur une clause. À l'époque, Chloé avait boudé. Elle disait que je ne lui faisais pas confiance, mais j'ai signé et je l'ai fait signer aussi, juste pour que maître Dubois me laisse tranquille. J'avais complètement oublié. Je pensais que la maison était entièrement à elle, mais là, sur le papier, c'était écrit noir sur blanc, usufruit au profit de Valérie Lefebvre. Et plus important encore, la propriété était en fait au nom d'une SCI, Société civile immobilière, que j'avais créée sur les conseils de mon comptable pour payer moins d'impôts lors de la vente du service de traiteur. Chloé était associée minoritaire. J'étais la gérante majoritaire avec les pleins pouvoirs. Et Julien? Julien se vantait toujours auprès de ses amis au barbecue du dimanche. Ma maison, ma piscine, ma cuisine d'été. J'ai laissé échapper un rire sec et bref au milieu de la pièce sombre. Tu ne fais que nous gêner. J'ai regardé l'horloge murale. Il était 23h30. Noël était presque terminé. J'étais seule, en peignoir, le visage bouffi par les pleurs. Mais pour la première fois depuis des heures, je ne me sentais pas comme une victime. Je me suis relevée du sol, sentant mes genoux craquer. Je suis allée à la cuisine, j'ai ouvert le frigo et j'ai pris la bouteille de vin que j'étais censée apporter chez eux. J'ai retiré le bouchon avec force.
J'ai rempli un verre en cristal, un de ceux que je n'utilisais que pour les invités importants. Je suis allée sur le balcon. L'air de la nuit était frais. J'ai pris une généreuse gorgée de vin. Il était corsé, descendant chaudement. J'ai pris mon téléphone portable. Il y avait 3 messages dans le groupe de discussion familiale de la sœur de Julien. C'étaient des photos de leur dîner de Noël. La table était mise, mais tout avait l'air d'avoir été acheté en magasin, cette nourriture de supermarché sans saveur. Julien tenait une canette de bière, riant la bouche grande ouverte. Chloé était en arrière-plan avec un air stressé, tenant Léo qui semblait pleurer. Ils étaient heureux sans moi, sans la vieille femme qui gêne. J'ai zoomé sur la photo. La table sur laquelle ils mangeaient, c'est moi qui la leur avais offerte. Le lustre au-dessus de leur tête, c'est moi qui l'avais payé. Le toit au-dessus de leur tête. Je n'étais pas un fardeau. J'étais la fondation. Et quand on touche trop aux fondations, la maison s'effondre. Je suis retournée à l'intérieur et j'ai attrapé la chemise jaune. Je l'ai posée sur la table de la cuisine, j'ai allumé la lumière vive et j'ai mis mes lunettes de lecture. J'ai commencé à lire chaque paragraphe, chaque clause, chaque détail de mes finances que j'avais négligé par confiance en ma famille. J'ai découvert des relevés bancaires d'un compte joint que j'avais avec Chloé, où je déposais le loyer de 2 petits studios que je possède en centre-ville. Je n'ai jamais touché à cet argent. Je le laissais là pour ses urgences. Le solde était presque à 0. Elle l'avait retiré petit à petit chaque mois depuis 2 ans. Retrait, carte de crédit, paiement, boutique de créateur, virement, Julien Robert Mendes. Mon sang qui avait été glacé de tristesse a commencé à bouillir, non pas d'une rage incontrôlée, mais d'une clarté absolue. Ils ne voulaient pas de moi là-bas parce que je dérangeais leur amusement, ou ne voulaient-ils pas de moi là-bas parce que ma présence leur rappelait qui payait vraiment les factures de cette vie de façade? Peut-être que Julien avait peur que je réalise que le nouveau SUV dans leur garage avait été payé avec l'argent de mes studios. Peut-être que Chloé était fatiguée de devoir être reconnaissante et préférait prétendre qu'elle avait tout accompli par elle-même. J'ai passé la main sur le papier rugueux de l'acte de propriété. « Très bien, Chloé », ai-je murmuré à la cuisine vide. « Tu veux un Noël indépendant? Tu veux prendre tes distances avec la mère qui ne fait que gêner? » J'ai regardé le calendrier sur le mur. Le 25 serait un jour férié, mais le 26. Le 26, le bureau des enregistrements et les banques ouvrent comme d'habitude. Le 26, la vraie vie reprend son cours. J'ai fini mon verre de vin. Je n'ai pas mangé le rôti de porc ni la salade de poulet. Je suis allée au placard et j'ai pris un paquet de biscuits salés. Je les ai mangés lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était un banquet stratégique. La tristesse avait disparu. À sa place, il y avait une Valérie qui dormait depuis longtemps. La Valérie qui négociait avec des fournisseurs coriaces au marché de gros. La Valérie qui a renvoyé un chef pour avoir volé du filet mignon. La Valérie qui a bâti un empire à partir de rien. Ils pensaient que je n'étais qu'une gentille grand-mère qui faisait des verrines. Ils avaient oublié qu'avant d'être grand-mère, j'étais la patronne. J'ai fermé la chemise avec force. Le claquement de l'élastique a retenti comme un coup de feu dans le silence du petit matin. Je suis allée dans la chambre, mais pas pour pleurer. Je suis allée choisir la tenue que je porterais le 26. Il fallait quelque chose de sobre, d'élégant, un tailleur pantalon gris, peut-être, et des chaussures à talons bas, confortables, car j'aurais beaucoup à marcher. Je me suis allongée dans mon lit, j'ai serré mon oreiller, et pour la première fois cette nuit-là, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire heureux, C'était le sourire de quelqu'un qui tient un jeu complet et qui s'apprête à renverser la table. J'ai passé Noël seule, oui, à regarder de vieilles photos et à manger des biscuits. Mais le Nouvel An? Ah, le Nouvel An serait très différent. Je me suis endormie avec l'image de l'acte de propriété flottant dans mon esprit et la certitude absolue que lorsque le soleil se lèverait après le jour férié, la vieille femme qui gêne allait leur montrer exactement combien d'espace elle occupait. Je me suis réveillée le 25 décembre avec le soleil sur mon visage, filtrant à travers l'interstice des rideaux que j'avais oublié de fermer. La maison était dans un silence absolu, du genre qui vous fait siffler les oreilles. Pendant 1 seconde, ce poids dans ma poitrine a tenté de revenir. Le souvenir du rejet, de la voix de Chloé disant que je gênais. Mais mes yeux se sont posés sur la chemise jaune sur ma table de chevet, où je l'avais laissée la veille, et le poids s'est transformé en carburant. Je suis sortie du lit non pas comme une femme âgée mise au rebut, mais comme quelqu'un avec une journée de travail complète devant elle. Ce n'était pas un jour férié pour moi. C'était un jour d'inventaire. Je suis allée à la cuisine. J'ai fait un café très fort, du genre à réveiller les morts, et je n'ai même pas jeté un coup d'œil au frigo plein de la nourriture de la fête qui n'a jamais eu lieu. Ma subsistance aujourd'hui serait différente.
J'ai emporté la tasse fumante dans mon bureau, une petite pièce que Chloé appelait le débarras. Mais où se trouvait mon vieil ordinateur et mon imprimante? Ils pensent que les personnes âgées et la technologie ne font pas bon ménage. Julien dit toujours « Madame Lefebvre, attention de ne pas attraper un virus. Ne cliquez sur rien. » Il ne sait pas que c'est moi qui gérais les feuilles de calcul des coûts pour un service de traiteur qui servait 3 mariages par week-end. Je sais utiliser Excel. Je sais me connecter au site de la banque et je sais très bien ce qu'est un relevé numérique. J'ai allumé la machine. Le bruit du ventilateur ressemblait au moteur d'un char d'assaut qui chauffe. La première chose que j'ai faite a été de me connecter au compte joint. Mes mains, qui avaient tremblé de tristesse la veille, tapaillaient maintenant le mot de passe d'un geste assuré. L'écran s'est chargé, et ce que j'ai vu m'a fait prendre une grande gorgée de café sans sucre pour supporter l'amertume. Ce n'étaient pas seulement les retraits mensuels que j'avais remarqués la nuit dernière. En regardant de plus près, en filtrant les 6 derniers mois, le trou était beaucoup plus profond. J'ai vu des paiements pour un lavage de voiture premium chaque semaine. J'ai vu des factures de restaurants chers en semaine. Des déjeuners d'affaires que Julien était censé avoir avec des clients, payés avec ma sueur. Et le pire, un achat à crédit dans un magasin d'électronique fait le 20 décembre. Le montant correspondait exactement au prix de cette console de jeux vidéo de dernière génération que Léo voulait. Ils avaient acheté le cadeau de mon petit-fils avec mon argent et n'avaient même pas eu la décence de m'inviter à regarder le garçon ouvrir le paquet. Mais le vrai trésor, mon arme secrète, n'était pas sur le compte courant. Il était dans la structure de cette SCI. Maître Dubois, que Dieu ait son âme, était un homme très sage. Quand nous avons créé la société pour protéger les actifs, il a inclus une clause d'administration exclusive. J'ai pris les documents de la chemise jaune et j'ai commencé à les comparer avec ce qui était sur l'écran de l'ordinateur, sur le site des impôts. Tout correspondait. La maison où ils vivent, le SUV que Julien conduit le torse bombé, même la police d'assurance vie qu'ils pensent avoir. Tout est sous l'égide de la SCI Val-Lefebvre. Et qui signe pour la société? Moi. Seulement moi. Chloé a des parts, oui, mais sans droit de vote administratif tant que je suis en vie. J'avais le pouvoir d'expulser, de vendre, de geler. J'avais le pouvoir de leur couper l'herbe sous le pied d'un simple coup de stylo. Je me suis penchée en arrière sur la chaise de bureau dure et j'ai fermé les yeux un instant. L'odeur du café se mêlait au parfum poussiéreux des vieux livres sur l'étagère. Comment ai-je laissé les choses en arriver là? C'était la question qui martelait dans ma tête. Je me suis souvenue de mes 45 ans. J'étais une lionne. J'entrais dans la cuisine du traiteur en criant des ordres. Je goûtais la sauce aux champignons du bout du doigt et savais s'il fallait une pincée de sel ou une goutte de vin. Je négociais avec les fournisseurs de viande, je marchandais sur les centimes du prix au kilo du filet, et personne, absolument personne, n'osait élever la voix contre Val-Lefebvre. J'ai tout construit seule, veuve très tôt, avec une jeune fille à élever. Je suppose que l'amour d'une mère est une sorte de cataracte qui brouille lentement votre vision. Vous voulez tellement voir votre enfant réussir, vous voulez tellement lui faciliter la vie pour qu'il ne souffre pas ce que vous avez souffert, que vous commencez à vous rétrécir pour qu'il puisse grandir. J'ai continué à rétrécir, devenant la grand-mère qui fait des gâteaux, la maman qui aide. J'ai cessé d'être la femme d'affaires pour devenir le soutien financier. Ils ont confondu ma gentillesse avec de la faiblesse, mon silence avec de l'ignorance. Et Julien? Ah, Julien. Je me suis souvenue d'une conversation le mois dernier. Il était assis sur mon canapé, les pieds sur la table basse, se plaignant de son patron. Valérie, le monde des affaires est pour les requins. Vous avez eu de la chance à votre époque. Aujourd'hui, le marché dévore les gens non préparés au petit déjeuner. Il a dit cela en mangeant le gâteau que je venais de faire. J'ai juste souri et versé plus de café. De la chance. Il a qualifié 30 ans de travail acharné, de pieds enflés et de varices, de chance. Et j'ai accepté. J'ai consenti par mon silence parce que je ne voulais pas créer de friction, ne voulais pas être la belle-mère acariâtre. Mais la belle-mère acariâtre paie les charges de copropriété de la résidence de luxe où il vit. La vieille femme qui gêne finance le style de vie de cadre supérieur qu'il prétend avoir. J'ai ouvert les yeux et j'ai de nouveau fixé le moniteur. L'écran brillait de la froideur des chiffres. Le solde de mon compte d'investissement personnel, celui que je n'ai jamais touché, était intact, Dieu merci. Mais le compte courant, celui qui nourrissait leur vie confortable, se vidait de son sang. Je me suis levée et je suis allée à la fenêtre du bureau. La rue était déserte. C'était le jour de Noël. J'ai imaginé leur maison maintenant. Le déjeuner de Noël. Ils ont probablement réchauffé la nourriture achetée la veille.
Julien était probablement au bord de la piscine avec une bière à la main, pensant qu'il avait tout réussi. Chloé était probablement sur son téléphone, postant des photos de sa famille parfaite sur Instagram. Est-ce que je leur manquais? Ou le soulagement de ne pas avoir la vieille femme dans les parages était-il plus grand? Tu ne fais que nous gêner. La phrase est revenue, mais maintenant elle semblait ridicule. Comment les fondations peuvent-elles gêner le toit? Si vous retirez les fondations, la maison s'effondre. C'est de la physique simple. Et ils étaient sur le point de recevoir une leçon pratique d'ingénierie de la vie. Je suis retournée au bureau et j'ai pris un bloc-notes et un stylo. J'ai toujours aimé écrire à la main. Cela m'aide à organiser mes pensées. En haut de la page, j'ai écrit en lettres capitales « Plan d'action, 26 décembre ». Je devais être chirurgicale. Inutile de faire une scène, de crier ou de pleurer à leur porte. Cela ne ferait que confirmer leur théorie selon laquelle j'étais une vieille femme instable. Ils l'utiliseraient contre moi. Ils diraient aux voisins que j'étais sénile. Non, ma vengeance, ou plutôt ma justice, devait être froide, bureaucratique et indiscutable. Premier point sur la liste, la banque. Demain, à 10 heures précises, je serai à la porte de l'agence. Je devais parler au directeur, Robert. Il me connaît depuis l'époque du traiteur. Je vais annuler toutes les cartes de crédit supplémentaires. Je vais révoquer l'autorisation de Chloé d'accéder au compte joint. Je vais transférer le solde restant sur mon compte personnel. Fermer le robinet, assécher la source. Deuxième point, le bureau des enregistrements. Je dois déposer une notification officielle sur le titre de propriété. Quelque chose pour rappeler à quiconque consulte ce document que la propriété est à moi et que l'usufruit est à moi. Je veillerai à ce qu'il ne puisse même pas penser à vendre ou à utiliser la maison comme garantie pour un prêt. Quelque chose que, connaissant Julien, il a probablement déjà envisagé. Troisième point, le double des clés. J'ai une copie de la clé de leur maison, rangée au fond d'un tiroir pour les urgences, comme Chloé me l'a donnée à contre-cœur un jour. Demain, pendant qu'ils seront sortis, Chloé au travail, Julien Dieu sait où à faire semblant de travailler, je ferai une visite. Pas pour nettoyer, pas pour cuisiner, mais pour faire l'inventaire de mes biens. J'ai regardé la liste. C'était un plan simple, mais dévastateur. J'ai ressenti une faim soudaine. Une faim de vraie nourriture. Je suis allée à la cuisine, j'ai sorti le rôti de porc du frigo, j'ai coupé une tranche épaisse, froide comme elle était, et je l'ai mangée avec mes mains, debout. L'assaisonnement était divin. Romarin, ail, vin blanc. Je savais toujours cuisiner comme personne. En mâchant, j'ai pensé à Léo. Mon cœur s'est un peu serré. Il n'était pas responsable de la cupidité de ses parents. Mais à la réflexion, quel genre d'exemple recevait-il? Un père profiteur et une mère passive qui maltraite sa propre grand-mère. Peut-être qu'en reprenant les rênes de ma vie et de mon argent, je lui donnais la plus grande leçon de toutes, le respect. Le respect se gagne, mais la dignité n'est pas négociable. Je suis retournée dans la chambre et j'ai ouvert mon placard. J'ai passé la main sur mes robes. J'ai choisi le tailleur pantalon gris anthracite que je portais à l'enterrement de Gérard. C'était une coupe classique, un bon tissu italien. Je l'ai essayé devant le miroir. Il était un peu lâche à la taille. J'avais perdu du poids ces dernières années à force d'avaler ma fierté. Mais il imposait toujours le respect. J'ai noué un foulard en soie coloré autour de mon cou pour casser la sobriété. Je ne voulais pas ressembler à une veuve en deuil. Je voulais ressembler à celle qui possédait tout le spectacle. J'ai regardé mon reflet. Cheveux blancs, bien coupés, peau marquée par le temps, mais mes yeux... Ah, mes yeux pétillaient. Ce n'étaient pas les yeux ternes de Valérie qui ne fait que gêner. C'étaient les yeux de Val Lefebvre, la patronne. J'ai passé le reste du 25 dans le silence, mais pas dans la solitude. J'étais en ma propre compagnie et j'ai découvert que j'étais une excellente compagnie. J'ai organisé les documents dans des chemises de couleur. Rouge pour la banque, bleu pour la propriété, noir pour les preuves de leurs dépenses abusives. Quand la nuit est tombée, je me suis de nouveau assise sur le balcon. Il n'y avait plus de vin, alors j'ai fait du thé. Le quartier était calme, la gueule de bois de Noël pesant sur la ville. J'ai pris mon téléphone. Pas d'appel de Chloé, pas de SMS. Joyeux Noël, maman, je suis désolée. Rien. Leur silence était la confirmation finale que je n'existais plus en tant que personne pour eux, seulement en tant que ressource. Et les ressources, quand elles s'épuisent ou tombent en panne, sont jetées. Ils ne savent pas que la mine d'or n'est pas à sec. La propriétaire de la mine vient de décider de fermer la grille et de changer le cadenas. Demain, c'est le 26, un jour ouvrable. Un jour où les banques sont ouvertes.
Un jour où le bureau des enregistrements fonctionne. Je me suis couchée tôt. J'avais besoin d'être reposée. Mon esprit répétait les conversations que j'aurais avec le directeur de la banque. Je savais exactement quoi dire. Pas d'émotion, juste des faits. Je veux révoquer tous les accès. Je veux bloquer les cartes. Je veux contester ces achats non autorisés. Je me suis endormie avec une tranquillité que je n'avais pas ressentie depuis des années. La tranquillité de quelqu'un qui sait qu'une tempête arrive, mais cette fois, je ne suis pas le bateau à la dérive. Je suis l'océan. Et demain, la marée va tourner. L'horloge de l'agence bancaire indiquait 9h50. J'étais la première dans la file, debout sur le trottoir comme une sentinelle, serrant mon sac à main en cuir noir contre moi. Le soleil matinal du 26 réchauffait déjà le trottoir, et la rue commençait à retrouver ce rythme frénétique des gens retournant au travail après les agapes de Noël. Je transpirais un peu sous mon tailleur gris, mais je n'ai pas bougé d'un pouce. Lorsque la porte tournante en verre a été déverrouillée par l'agent de sécurité, j'ai pris une profonde inspiration. Cet air froid et climatisé, sentant l'argent et la moquette propre, a ramené une vague de nostalgie. C'était l'odeur de mon ancien monde. Je suis entrée la tête haute, sans regarder le sol, sans demander humblement la permission. Je suis allée directement au bureau d'information. « Bonjour, madame. Vous venez pour votre retraite ?» a demandé la jeune femme, sa main cherchant déjà l'un de ses tickets prioritaires pour les personnes âgées, me regardant avec cette patience de commande qu'ils réservent aux gens qu'ils pensent ne rien comprendre. « Banque privée et professionnelle », ai-je répondu sèchement. « J'ai rendez-vous avec Robert. Et s'il vous plaît, dites-lui que Valérie Lefebvre est arrivée. Pas Madame Val, Madame Valérie Lefebvre. » La fille a cligné des yeux 2 fois de surprise et a tapé rapidement sur son ordinateur. En moins d'1 minute, Robert est apparu à la porte de son bureau, ajustant sa cravate. Il me connaissait depuis 20 ans, avait vu mon entreprise de traiteur grandir, vu mes comptes grossir, et malheureusement, m'avait vu m'adoucir ces derniers temps. Mais Robert est un vieux routier. Il a jeté un coup d'œil à ma posture, à la chemise sous mon bras, et le sourire de gentille grand-mère est mort sur son visage, remplacé par un respect professionnel. « Valérie, quel honneur. Entrez, entrez. Je peux vous offrir un café, de l'eau? » Un café noir, sans sucre, et sautons les amabilités de Noël, Robert. Je suis pressée et j'ai beaucoup à faire. Je me suis assise dans le fauteuil pivotant en cuir, j'ai posé la chemise sur le bureau en acajou et j'ai sorti mes lunettes de lecture de mon sac. Robert s'est assis de l'autre côté, les mains déjà sur le clavier, tendues. Il sentait la tempête arriver. « Robert, je veux un relevé consolidé de tous les comptes liés à mon numéro de sécurité sociale et à la SCI Val-Lefebvre. Maintenant. » Pendant que l'imprimante vrombissait, je tapotais des doigts sur le bureau. Quand il m'a tendu les papiers, je les ai parcourus rapidement. C'était exactement comme je m'y attendais. L'hémorragie était là, claire et documentée. « Très bien, » ai-je dit en posant le papier. À partir de cette seconde, je veux annuler toutes les cartes de crédit supplémentaires au nom de Chloé Lefebvre et Julien Mendès. « Toutes ?» Les yeux de Robert s'écarquillèrent. « Toutes, Valérie ? Y compris la carte Platinum qu'ils utilisent là pour les dépenses du ménage? » « Surtout celle-là. Je veux aussi révoquer l'autorisation de Chloé d'accéder au compte joint. Rendez ce compte individuel, à mon nom uniquement, et ramenez la ligne de découvert astronomique à 0. Mais Valérie, cela aura un impact immédiat. S'ils essaient d'utiliser la carte au déjeuner aujourd'hui, elle sera refusée. Exactement comme il se doit. J'ai regardé le directeur droit dans les yeux. L'argent est à moi, Robert. La sueur était la mienne. La fête est finie. Oh, et une dernière chose. Transférer le solde restant du compte courant vers mon compte d'investissement à revenu fixe, celui avec une pénalité de retrait de 90 jours. Je veux que cet argent soit blindé. J'ai signé les papiers avec délectation. Ma signature était ferme, sans le tremblement que l'âge apporte parfois. Le stylo glissait sur le papier comme un couteau dans du beurre. Chaque copie signée était une brique que j'enlevais de mon dos et que je mettais sur le mur que je construisais entre moi et leur ingratitude. J'ai quitté la banque 40 minutes plus tard. Le téléphone dans mon sac a vibré. C'était une notification de l'application bancaire confirmant les transactions. J'ai souri. Le premier domino était tombé. J'ai hélé un taxi. « Où allons-nous, madame? »« Au domaine des chênes, s'il vous plaît. » Le trajet fut silencieux. J'ai regardé la ville défiler par la fenêtre et j'ai pensé à l'ironie. Ils vivaient au paradis, mais c'était moi qui payais la pomme. En arrivant au portail gardé, le préposé, José,
m'a fait un sourire amical. Il avait l'habitude de me voir arriver en VTC, chargé de sacs de courses ou de plats. « Bonjour, Madame Val. Vous venez voir votre fille? Ils sont partis il y a environ 20 minutes. J'ai vu la voiture de Monsieur Julien partir. Bonjour, José. Pas de visite aujourd'hui. Je suis ici pour une inspection. Je suis la propriétaire. Vous vous souvenez? » Il m'a ouvert le portillon piéton. J'ai marché le long des rues bordées d'arbres de la résidence. Tout était impeccable, calme, avec des jardins parfaits. Je me suis arrêtée devant la maison numéro 42. C'était une belle maison, je dois l'admettre. J'avais bon goût. Mais aujourd'hui, en la regardant, elle ressemblait à un décor de film avec de terribles acteurs. J'ai sorti ma clé de mon sac, le double que Chloé pensait que je n'avais que pour les urgences. Eh bien, une urgence, c'est quand la maison est en feu, et de mon point de vue, leur caractère était déjà réduit en cendres. J'ai tourné la clé. La porte s'est ouverte en silence. L'odeur de la veille m'a frappée de plein fouet. Bière éventée, graisse et fumée de cigarettes. Julien avait recommencé à fumer sur le balcon, apparemment. Le salon était un désastre. Du papier cadeau déchiré par terre, des boîtes de jouets ouvertes, des bouteilles vides sur la table basse que j'avais payée 2500 €. J'ai traversé la maison comme un fantôme. Je n'ai rien touché pour ranger. Ma main me démangeait de prendre un chiffon, de ramasser les déchets, mais je me suis retenue. Je n'étais pas la femme de ménage. J'étais la propriétaire. Je suis allée à la cuisine. L'évier débordait de vaisselle sale, de restes de nourriture dans les assiettes, le dîner acheté en magasin qu'ils avaient eu. J'ai regardé le réfrigérateur et j'ai vu un aimant retenant une facture de charge de copropriété en retard. 5 jours de retard. Mais j'avais déposé l'argent pour cela sur le compte joint. Je me suis demandé où était passé l'argent des charges. Je suis allée au garage. La voiture était partie, évidemment, mais j'ai vu le vélo importé cher de Julien appuyé contre le mur, couvert de poussière. J'ai vu la boîte à outils professionnelle que je lui avais offerte pour son anniversaire, jamais ouverte. Je suis retournée dans la salle à manger. De ma chemise, j'ai sorti une épaisse enveloppe Kraft. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettre d'amour ni de mots d'une mère blessée. Elle contenait une copie certifiée conforme de l'acte de propriété de la maison, avec la clause d'usufruit surlignée en jaune fluo, et une notification formelle que j'avais rédigée moi-même et fait certifier ce matin au bureau des enregistrements avant d'aller à la banque. Le texte était simple et direct. Avis de reprise de gestion d'actifs. Chère Madame Chloé Lefebvre et Monsieur Julien Mendès, à compter de ce jour, toutes les décisions concernant la propriété, ainsi que ses dépenses ordinaires et extraordinaires, doivent être traitées directement avec l'usufruitière et propriétaire. La subvention financière mensuelle est suspendue indéfiniment dans l'attente d'un audit complet des comptes. J'ai placé l'enveloppe en plein centre de la table à manger, sur un set de table taché de sauce. Il était impossible de la manquer. J'ai quitté la maison, fermant la porte à double tour. Avant de partir, je me suis arrêtée au bureau du syndic de la résidence. Le gérant, un homme chauve et très sérieux, m'a reçu. « Oui, Madame Lefebvre. Y a-t-il un problème avec le lot 42 ?»« Aucun problème, Monsieur Miller. Juste une mise à jour des dossiers. » Je lui ai tendu une copie de l'acte. Comme il est indiqué ici, la propriété appartient à ma société. À partir d'aujourd'hui, les factures de charges ne doivent plus être livrées à Julien ou Chloé. Elles doivent m'être envoyées directement par email. Et toute amende, tout incident, je veux être la première informée. Je comprends. Mais le couple y réside toujours? Pour l'instant, ai-je répondu avec un sourire énigmatique. Pour l'instant, ce sont des invités. Je suis partie de là en ressentant une légèreté qui frisait l'euphorie. Il était 12h30, l'heure du déjeuner. Mon téléphone portable a commencé à vibrer dans ma poche. J'ai regardé l'écran. Julien Gendre. J'ai laissé sonner. Il a vibré, et s'est arrêté. 1 minute plus tard. Chloé fille. J'ai laissé sonner. Je pouvais imaginer la scène. Ils étaient probablement dans ce restaurant de fruits de mer qu'ils adorent, sur le front de mer. Ils avaient demandé l'addition. Le serveur a apporté le terminal de paiement. Julien, avec son air arrogant, a tendu la carte. Code invalide. Transaction refusée. Réessayez. Ça doit être la puce, monsieur. La banque conseille de contacter l'agence. L'embarras, la honte, le serveur qui les dévisage, les gens aux tables voisines qui chuchotent. Chloé ouvrant son sac, attrapant sa carte. Non, autorisé. Il devait être rouge comme des pivoines, en sueur. Ils devaient être en train de chercher de l'argent liquide dans leur poche, de compter les pièces, ou de devoir appeler un ami pour demander un virement d'urgence.
Le téléphone a sonné une troisième fois. Maintenant, c'était un texto de Julien. Val, je crois que nos cartes ont été clonées. Tout était bloqué. Tu as fait quelque chose au compte? On se fait humilier ici. J'ai lu le message et j'ai ri à l'intérieur du taxi. Un rire profond et franc. Nos cartes. L'audace. J'ai répondu simplement, en réunion. Je m'occuperai de mes propres problèmes plus tard. J'ai éteint le téléphone. Je suis arrivée chez moi, dans mon appartement. J'ai enlevé le tailleur. J'ai mis une tenue confortable, mais pas le vieux peignoir. J'ai porté un ensemble en lin beige frais. Je me suis préparé une belle assiette. Les restes du rôti de porc, coupés en fines tranches, avec une salade de roquettes et de tomates séchées. J'ai versé un verre de jus de raisin dans un verre en cristal. J'ai mangé en paix. Le silence de ma maison n'était plus de la solitude. C'était de la souveraineté. J'ai allumé la télé pour regarder les infos, mais mon esprit était à la maison de la résidence. Ils devaient arriver maintenant, furieux, confus. J'ai imaginé le moment où ils entreraient dans le salon. Julien donnant un coup de pied dans la porte. Chloé se plaignant que sa mère devenait folle ou faisait une crise de nerfs. Ils iraient à la cuisine pour un verre d'eau, passeraient devant la salle à manger et verraient l'enveloppe. L'enveloppe Kraft sur la table sale. Leur silence serait différent du mien. Le leur serait le silence de la peur. Le silence de quelqu'un qui marche sur une marche inexistante et sent son estomac tomber. À 16 heures, mon téléphone fixe a sonné. Je savais qu'ils essaieraient de le fixer quand je ne répondrais pas à mon portable. J'ai décroché le combiné et l'ai laissé à côté. Je ne voulais pas entendre de cris aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était le jour de l'exécution silencieuse. Le jour où les engrenages ont cessé de tourner en leur faveur et ont commencé à broyer leur vie facile. Je suis allée sur le balcon pour arroser mes plantes. Mes fougères étaient belles, vertes et luxuriantes. Elles avaient juste besoin d'eau et de lumière. Les gens sont différents. Les gens ont parfois besoin d'être taillés pour bien grandir. Et j'avais le sécateur en main. Le soleil a commencé à se coucher, peignant le ciel en orange. Je savais que ce serait une longue nuit pour eux, sans carte de crédit pour commander une pizza, avec un frigo plein de restes et ce document officiel qui les fixait depuis la table. Ils devraient parler, vraiment parler, sans la distraction du shopping, sans l'anesthésie du luxe payé par la vieille femme. Ils devraient faire face à la réalité. Leur vie était un château de cartes, et je venais d'allumer le ventilateur. Quand la lune est apparue, je me suis assise dans mon fauteuil de lecture. J'ai pris un livre que j'essayais de lire depuis des mois, mais sur lequel je n'arrivais pas à me concentrer. L'anticipation de ce qui allait arriver était électrisante. Je ne ressentais aucune culpabilité. C'est drôle, je pensais que j'en ressentirais. Je pensais que mon cœur de mère flancherait à l'idée de laisser Chloé être embarrassée au restaurant, mais non. Ce que je ressentais, c'était de la dignité. Je leur rendais la responsabilité. C'était le cadeau de Noël le plus précieux que je pouvais offrir, même s'ils ne le comprendraient pas maintenant. Demain serait le jour de la confrontation. Ils viendraient ici, j'en étais sûre. Ils viendraient armés de victimisation, de chantage affectif, utilisant Léo comme bouclier. Mais la Valérie qui les attendait n'était pas la même que celle du 24. J'ai regardé le téléphone décroché. Il émettait cette tonalité insistante. Je l'ai raccroché. Il a sonné immédiatement. Je l'ai laissé sonner 1, 2, 3 fois. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai lissé ma robe en lin et je l'ai décroché. Allô? Ma voix est sortie calme, ferme. À l'autre bout, je n'ai pas entendu de cri. J'ai entendu une respiration saccadée, courte. C'était le son de quelqu'un qui venait de lire la vie et qui comprenait enfin qui tenait le stylo. C'était le son du choc. L'exécution était terminée. Maintenant, la guerre allait commencer. La sonnette a retenti non pas comme l'annonce d'un visiteur, mais comme une convocation à la guerre. Les coups étaient secs, rapides et insistants, suivis par le bruit d'une clé essayant de tourner dans la serrure. Sauf qu'ils avaient oublié un détail important. J'avais changé la serrure de la porte de mon appartement le matin même, profitant du serrurier que j'avais appelé pour ouvrir une armoire coincée. Je savais qu'il viendrait, et je savais qu'il pensait encore posséder ma maison, tout comme il pensait posséder ma vie. J'ai entendu la voix de Julien, étouffée par le bois massif. « La clé ne rentre pas, Chloé. Ta mère a changé la serrure. Madame Lefebvre, ouvrez cette porte. » J'ai pris une profonde inspiration, inhalant le parfum de la camomille que je tenais. Pas pour me calmer, car j'étais parfaitement calme, mais parce que j'aime la camomille. J'ai marché lentement vers la porte, prenant mon temps, écoutant les cris s'intensifier. « Maman, pour l'amour de Dieu, ouvre. On doit parler. »
C'était Chloé avec cette voix larmoyante qu'elle utilise depuis qu'elle est petite pour avoir un nouveau jouet. J'ai déverrouillé le pen et j'ai ouvert la porte. La scène dans le couloir aurait été pitoyable si j'avais eu de la pitié à revendre. Julien était rouge, transpirant abondamment, avec des auréoles de sueur sous les bras de sa chemise. Le maquillage de Chloé était maculé, ses cheveux attachés à la va-vite en un chignon lâche, et ses yeux étaient gonflés. Léo n'était pas avec eux, Dieu merci. Ils avaient dû le laisser chez un ami ou chez son autre grand-mère, celle qu'ils ne peuvent pas exploiter financièrement. « Entrez », dis-je tranquillement, en m'écartant. « Et essuyez-vous les pieds sur le paillasson. Je viens de passer l'aspirateur. » Ils sont entrés comme un ouragan, apportant l'énergie chaotique du désespoir dans mon salon. Julien n'a même pas attendu que je ferme la porte pour commencer à faire les 100 pas, gesticulant sauvagement. « Vous avez perdu la tête, Valérie? Vous avez perdu la tête ?» a-t-il crié, pointant un doigt vers moi. « Bloquer les cartes pendant les fêtes? Envoyer un avis juridique? Avez-vous une idée de la honte que nous avons eue dans ce restaurant? » Le serveur a failli appeler la police, pensant que nous étions des escrocs. J'ai fermé la porte doucement et j'ai tourné la serrure. Je me suis dirigée vers mon fauteuil préféré, celui en velours vert, et je me suis assise. J'ai posé ma tasse de thé sur sa soucoupe avec un tintement délicat. « Assieds-toi, Julien », ai-je ordonné. Je n'ai pas crié. J'ai juste utilisé le ton de voix que j'utilisais quand un serveur laissait tomber un plateau de verre au milieu d'une fête. Un ton qui ne souffre aucune contestation. Il s'est figé au milieu de son pas, la bouche bée. Chloé s'est jetée sur le canapé, se couvrant le visage de ses mains. « Maman, comment as-tu pu ?» sanglota-t-elle, me regardant à travers ses doigts. « Nous sommes ta famille. Tu as tout coupé. On n'a même pas d'argent pour l'essence pour rentrer. On a dû venir avec ce qui restait dans le réservoir. » Je les ai regardés tous les deux. Ils étaient là, les parangons de la vérité, les jeunes modernes et indépendants qui avaient décidé de passer Noël sans la vieille femme qui gêne. Maintenant, ils ressemblaient à 2 enfants qui venaient de casser la fenêtre d'un voisin. « C'est drôle », commençai-je en croisant les jambes. « Le 24, quand tu m'as appelé, tu as dit que vous vouliez un Noël juste pour vous deux, que je dérangeais la paix de votre famille. Je n'ai fait qu'accéder à votre demande. Je vous ai donné une indépendance totale. L'indépendance financière, incluse. N'est-ce pas ce que tout adulte désire? Ce n'est pas de l'indépendance. C'est de la cruauté, a explosé Julien, mais il s'est assis sur le bord du canapé, visiblement intimidé par mon calme. Tu sais que mon salaire est bloqué par le financement d'autres choses. On comptait sur cet argent du compte joint pour les dépenses du ménage. Cette maison appartient à ton petit-fils. La maison, ai-je corrigé en levant un doigt, appartient à la SCI Val-Lefebvre. Et si vous aviez lu l'avis que j'ai laissé sur votre table à manger, vous sauriez que l'usufruit est à moi. Vous y vivez par ma grâce, un accord verbal que je viens de révoquer. Julien a laissé échapper un rire nerveux, passant une main dans ses cheveux clairsemés. Ça ne vaut rien. N'importe qui peut faire certifier un papier. On verra bien si un juge nous expulse avec un jeune enfant. Tu n'aurais pas le cran. C'est ta fille, c'est ton petit-fils. Du cran, mon cher gendre, je n'en ai jamais manqué, ai-je répondu, le regardant droit dans les yeux. Du cran pour élever une fille seule, du cran pour monter une entreprise à partir de rien, du cran pour affronter les requins du marché. Vous avez confondu mon amour avec de la faiblesse, et ce fut votre erreur fatale. Je me suis levée du fauteuil et je suis allée à la bibliothèque. J'ai attrapé la chemise noire, la chemise d'épreuve. Je suis revenue et je l'ai jetée sur la table basse avec un bruit sourd. « Ouvre !» ai-je ordonné. Chloé a regardé la chemise avec crainte, comme si elle pouvait mordre. Julien, essayant de maintenir sa façade de mâle alpha, l'a attrapée et l'a ouverte. La première page était le tableur avec les codes couleurs que j'avais imprimés. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en fronçant les sourcils. « C'est le relevé de votre honte, Julien, » dis-je en montrant les lignes rouges. « Restaurant Le Petit Prince mardi dernier, 480 €. Caviste, 200 €. Un massage relaxant au spa du centre commercial pour Chloé, 300 €. Tout payé avec les revenus locatifs de mes studios. De l'argent qui était destiné aux urgences. Depuis quand un massage est-il une urgence, Chloé? Elle a baissé la tête en se mordant la lèvre. On était stressés, maman. Julien a travaillé si dur. Travaillé? J'ai laissé échapper un rire sec. Tourne la page, Julien. Il l'a tournée. C'était le rapport de présence de la salle de sport de luxe à laquelle il est abonné pendant les heures de bureau.
Je l'ai obtenu parce que, devinez quoi? L'abonnement à la salle est également payé par ma société en tant que prestation santé. Mardi, mercredi et jeudi de 14 heures à 16 heures. Heure de travail, n'est-ce pas, Julien? Pendant que tu disais à Chloé que tu étais en réunion avec des clients, tu soulevais de la fonte et tu allais au sauna, tout ça aux frais de la belle-mère qui ne fait que gêner. La couleur a quitté le visage de Julien. Il a regardé Chloé qui le fixait avec un mélange de choc et de fureur. « Tu as dit que tu finalisais le contrat avec l'entreprise de construction », a murmuré Chloé. « Elle ment », a tenté Julien, mais sa voix l'a trahi. « C'est... truqué ?» »« N'insulte pas mon intelligence, jeune homme, » l'ai-je coupé sèchement. « Je ne joue pas avec Photoshop. Je joue avec la comptabilité, et tes comptes ne sont pas bons. Vous vivez la vie de millionnaire avec le revenu d'une cuisinière à la retraite. Sauf que la cuisinière est fatiguée de servir le banquet et de manger les restes dans la cuisine. » Le silence dans la pièce était lourd. On pouvait entendre la respiration saccadée de Julien. Ils étaient acculés. Nulle part où fuir, aucun argument émotionnel ne pouvait couvrir les faits imprimés sur ces pages. Chloé s'est remise à pleurer, mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas une crise de colère, c'était le cri de la peur. La vraie peur. Elle a regardé mon simple appartement, entièrement à moi, payé, décoré avec mes affaires, et a réalisé que j'étais la seule chose solide dans sa vie. « Maman, qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Tu vas nous mettre dehors? Mettre Léo à la rue. » Léo est la seule victime dans cette histoire, ai-je répondu, le cœur légèrement endolori, mais ma posture restant de fer. Il aura toujours un toit sur sa tête. La question est de savoir si vous deux méritez de vivre sous ce toit avec lui. « On te remboursera », a dit rapidement Julien, essayant de négocier. « Je ferai des petits boulots, je vendrai des trucs. On te remboursera par mensualité, mais s'il te plaît, débloque les cartes, Val. Pour l'amour de Dieu, on a la facture d'électricité qui tombe demain. » « La facture d'électricité est à mon nom, lui ai-je rappelé, et je l'ai déjà payée, parce que je ne suis pas irresponsable. Mais à partir de maintenant, les règles ont changé. » Je me suis levée et je suis allée à la fenêtre. La ville dehors était la même, mais ici, leur monde avait été bouleversé. Je me suis retournée pour leur faire face, sentant le pouvoir du moment. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la justice. C'était une éducation attendue depuis longtemps. Si vous voulez la partie 2, faites-le moi savoir dans les commentaires s'il vous plaît.